Nous allons parler de l'autisme. Donc l'autisme, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un trouble caractérisé par ce que l'on appelle la triade autistique, caractérisé par l'altération qualitative des interactions sociales réciproques, les altérations qualitatives des modalités de communication et le répertoire d'intérêts et d'activités restreints, stéréotypés et répétitifs. Le trouble du spectre autistique, TSA, fait partie des troubles neurodéveloppementaux dans le DSM-5. Il présente l'autisme comme un ensemble de difficultés propres à chaque individu et retient deux grandes caractéristiques: l'altération de la communication et des interactions sociales dans différents contextes, et le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Ces deux critères rassemblent chacun plusieurs sous-critères déjà repérés durant le diagnostic ou la période le précédent. En plus de ces critères principaux, le DSM-5 tient compte de caractères spécifiques à chacun et comporte des critères supplémentaires évaluant la sévérité du trouble ainsi que la présence de troubles associés. Tout d'abord, parlons de l'autisme sans langage fonctionnel. Un individu sur deux atteint d'autisme infantile ne parle pas. De plus, il n'essaye pas de combler ce problème de langage via d'autres modes de communication tels que les gestes, les regards, etc. Les seuls moments où il recherche un contact avec les autres sont lorsqu'il veut demander une chose concrète. Le patient est en général isolé, il évolue dans son milieu de vie comme s'il était seul et aime les activités répétitives et routinières. La sensibilité à la douleur peut être particulière, la douleur éprouvée peut être extériorisée par l'apparition de troubles comportementaux provoquant beaucoup de souffrance chez eux et chez leur entourage, en se pinçant, en se tirant les cheveux, en se donnant des coups, etc. Quant à l'autisme avec langage fonctionnel, comprenant le syndrome d'Asperger, ou l'autisme dit de haut niveau, ou autisme avec un retard mental léger, il faut savoir que dans l'autisme, même lorsque le langage est élaboré, on constate une altération de la pragmatique du langage. Le langage est peu utilisé socialement et la personne autiste n'utilise pas, ou mal, les signaux non verbaux qui permettent de réguler l'interaction avec son interlocuteur. Mais on constate avant tout un intérêt restreint, voire exclusif, pour certaines activités, par exemple un instrument de musique en particulier, des jeux vidéo ou d'autres. La différence entre syndrome d'Asperger et autisme de haut niveau fait débat, mais le problème a été résolu par la classification du DSM-5 qui les regroupe sous TSA, sans déficience intellectuelle. Ils partagent de nombreuses caractéristiques communes, telles que la difficulté à créer des relations sociales et à communiquer de manière spontanée en partageant leurs émotions, le manque d'imagination ou d'autres. Néanmoins, une caractéristique les distingue. Contrairement aux personnes ayant un autisme typique, les personnes atteintes du syndrome d'Asperger s'intéressent aux autres, même si elles ne comprennent pas les règles d'interaction sociale. De plus, une maladresse motrice est souvent décrite chez ces patients. Intéressons-nous maintenant à qui diagnostique. La plupart des directives cliniques recommandent une approche d'équipe, dirigée par un dispensateur de soins de première ligne, un spécialiste de la pédiatrie ou un pédopsychologue clinicien formé pour diagnostiquer le TSA. Il existe deux méthodes pour diagnostiquer le TSA. La méthode rétrospective. Cette méthode se base essentiellement sur des entretiens familiaux ainsi qu'éventuellement des outils tels que l'ADIR, qui est un entretien du diagnostic de l'autisme, ou l'ADOS, échelle d'observation du diagnostic de l'autisme. Ces entretiens sont essentiels au recueil de l'anamnèse complète sur le développement du jeune enfant. La deuxième méthode est la méthode prospective. Cette méthode consiste à suivre l'enfant au cours de son développement afin de pouvoir identifier les signaux d'alerte assez tôt. Souvent, les premiers syndromes arrivent vers l'âge de 12 mois. Pourquoi faut-il agir tôt? Le diagnostic précoce de TSA est difficile dû à la variabilité des symptômes qui, de plus, est propre à chacun. Voilà pourquoi le diagnostic repose essentiellement sur le jugement du spécialiste. Quant aux parents, ils sont souvent les premiers à s'apercevoir qu'il y a un problème, essentiellement au niveau de la communication. Cela se passe généralement lorsque l'enfant a environ 18 mois. Il existe plusieurs signes d'alerte pouvant nous indiquer un potentiel TSA assez tôt: des activités répétitives, besoin d'une certaine routine, stéréotypie des mains et des doigts, ou des anomalies motrices et posturales, des réactions atypiques au son, aux stimuli sensoriels par exemple. Pour l'évaluation du trouble, le diagnostic de l'autisme est purement clinique. Il est essentiellement constitué par un entretien avec l'entourage et la famille du patient afin d'obtenir des informations concernant comment il se comportait et réagissait durant l'enfance. Il est donc plus compliqué d'obtenir un entretien qualitatif concernant un adulte, étant donné qu'il peut avoir perdu ses parents. Ses parents sont toujours présents, ils peuvent peut-être ne plus s'en souvenir. Voilà donc pourquoi l'apport des outils diagnostiques standardisés est précieux. Néanmoins, on constate qu'il y a très peu d'outils validés chez l'adulte, ce qui oblige les praticiens à adapter pour l'adulte des outils prévus pour les enfants à la base. Il existe également des outils complémentaires tels que le bilan neuropsychologique et le bilan socio-émotionnel, qui ne sont pas là pour diagnostiquer le TSA, mais pour aider l'équipe pluridisciplinaire à comprendre le fonctionnement psychique du patient et sa manière de voir le monde. D'autres facteurs sont également importants, comme l'âge, le sexe, la culture et la langue, la région rurale ou éloignée où la personne vit,
Pour le traitement et la prise en charge, il faut bien retenir qu'on ne peut pas guérir de l'autisme, il faut donc apprendre à vivre avec ce handicap. Toutefois, une évolution et une progression dans l'apprentissage est possible à tout âge et ce, peu importe la sévérité du trouble. Le TSA reste malgré tout un handicap lourd, le patient est donc souvent dépendant de son entourage. Il est donc primordial de collaborer avec les parents, l'entourage du patient, afin de leur en apprendre plus le trouble autistique et leur permettre de mieux prendre en charge la personne atteinte. Il faut également traiter les troubles somatiques et psychiatriques associés à l'autisme car ces derniers contribuent souvent à augmenter la sévérité du tableau clinique. En ce qui concerne les médicaments, il faut envisager l'utilisation de ces derniers que lorsque toutes les stratégies non pharmacologiques ont échoué.